Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Entre deux gorgées. Aujourd'hui, je reçois un auteur qui aime visiblement multiplier les vies sur papier. Philippe Rémy Wilquin, roman historique avec 11 Bruxelles, en pleine tourmente de novembre 1918, plongée criminelle avec les Sœurs Noires, grande fresque romanesque et existentielle avec l'œuvre de Caïn, sans oublier Belgique, être ou ne pas être récit, où il dresse un véritable portrait en mosaïque de notre pays. Philippe est ce qu'on appelle un polygraphe. Roman, nouvelles, contes, essais, récits authentiques, études historiques. Il passe d'un genre à l'autre avec la même curiosité, en mêlant histoire, questions de mémoire, Belgique et une bonne dose d'imaginaire. Bref, un auteur qu'on classe difficilement dans une seule case, ce qui tombe bien, on n'aime pas trop les tiroirs ici. Au programme de cette conversation, son enfance de lecteur boulimique, sa manière de construire un livre, ce qu'il cherche dans la fiction aujourd'hui, son rapport avec la Belgique, aux figures du passé, et bien sûr quelques questions plus décalées, histoire de voir comment il réagit loin de son clavier. Installez-vous confortablement, servez-vous une gorgée, place à l'interview de Philippe Rémy Wilquin. Un café qui fume, un vin qui s'attarde, les cœurs qui s'allument, les histoires qui tardent. Les heures s'effacent, les murs se brisent, sous les mots incerts qu'un instant divise. Entre deux gorgées, les âmes se dévoilent, un brin de vérité, une larme, une étoile, les voix se lèvent, et puis s'envolent. Bonjour Philippe. Bonjour Marc. Comment vas-tu? Très bien. C'est la forme? Ça va, c'est la forme avec la honte d'avoir réussi l'exploit, et je dis ça face à un grand voyageur, de me perdre à Verviers. Mais bon, on est là, posé, ça devrait bien aller maintenant. Eh bien Philippe, nous sommes ici dans une école. Quels sont tes premiers souvenirs d'école? Alors, les souvenirs d'école, chez moi, sont bons. Je sais que j'ai commencé l'école un peu tardivement. Ma mère m'a gardé longtemps, c'est ma mère qui m'a appris à lire. Mais j'adorais l'école, j'adorais apprendre. C'est même un paradoxe pour quelqu'un qui embrasse une carrière artistique après, c'est que je crois que j'avais une espèce de distorsion entre d'un côté l'élève modèle, premier de classe, qui respecte des règles, et puis un côté très rebelle, très paradoxal, qui faisait que je me battais tous les jours, ou que je protestais face à des injustices, etc. Donc j'étais un peu bizarre. Donc, c'est-à-dire, au secondaire, par exemple, j'ai failli me faire envoyer de l'Athénée où j'étais un premier de classe, parce que je m'étais rebellé contre un surveillant, etc. Donc, nature un peu hybride. Et rebelle par rapport à quoi? Rebelle par rapport à l'injustice, j'aime bien que les règles, alors elles soient cohérentes. Donc si quelqu'un te demande, je sais pas moi, qu'une classe soit bien tenue, que cette personne respecte alors les gens qui s'y trouvent, etc. Je me rappelle qu'à l'époque, c'était un détail, mais ma grande rébellion qui m'a coûté cher, et qui a failli me coûter très très cher, j'étais chef de classe et je faisais au fond j'allais dire missi dominici, donc l'intermédiaire entre le titulaire de classe et ma classe. Ma classe était dans une étude, je m'en vais chercher toute une série de réflexions, de points, etc., que je devais transmettre à mes camarades. Je rentre, et ce surveillant était en fait alcoolique et m'a interdit de pouvoir distribuer ce que je devais distribuer. Et à l'époque, il n'y a pas de quoi s'en vanter, mais je lui ai fait un bras d'honneur. Il y avait 100 personnes présentes et le directeur, le préfet, après m'a dit « Mon cher Philippe, je sais pourquoi tu as fait ça, mais je suis obligé de te mettre 20 points d'éducation, etc. » Mais enfin bon, ce n'est qu'un élément parmi d'autres. Nature hybride. Mais sinon, j'aimais beaucoup mes professeurs. Ma première rébellion, c'était en fin de primaire. Mes parents déménageaient tout le temps et je me suis révolté pour pouvoir terminer ma scolarité avec une institutrice qui était en même temps ma directrice, que j'adorais. Et j'ai eu gain de cause. Et où as-tu grandi? Alors,
toi qui es un grand voyageur, je vais te dire qu'il y a une petite pincée de grand large dans ma vie, c'est que j'ai été conçu au Congo, mais c'était juste avant les troubles et mes parents ont dû rentrer d'Ardar en Belgique. Ils sont passés par Bruxelles quelques mois, j'y suis né et après ils ont passé toute leur vie et donc moi toute ma jeunesse dans le Hainaut, du côté de la CCB qui est une grosse entreprise qui fore des trous partout dans la région. On extrait le ciment, le calcaire. Et donc on a toujours habité près de carrières, ce qui m'a un peu marqué la poussière, les carrières, mon imaginaire, qui m'a parfois un peu traumatisé, ces grands trous dans lesquels j'avais peur de tomber. Mais on a vécu dans toute une série de petits villages autour de Tournai. Et tes parents étaient aussi dans le monde de l'écriture? Alors, les deux avaient une passion pour les lettres, tous les deux. Ma mère, c'était très classique normatif, style la bonne élève qui étudie et lit ses classiques, Racine, etc. Et mon père était beaucoup plus culture moderne, c'est-à-dire le jazz d'un côté, puis des auteurs contemporains ou plus américains, etc. Donc j'ai toujours été baigné dans les deux tendances, vraiment. Les bandes dessinées aussi, mon père, par exemple. Et comment tu en es arrivé à cette passion pour l'écriture? Qu'est-ce qui t'a poussé? Quels sont tes premiers souvenirs? Alors, j'ai une théorie. Alors, les théories, évidemment, c'est toujours a posteriori qu'on essaie de donner du sens aux choses. Ma théorie, elle part d'un fait réel, c'est que j'avais un parrain qui était désargenté, un frère de mon père, et comme cadeau, je n'ai jamais reçu, durant toute mon enfance et mon adolescence, que des morceaux de sa collection de recueils Tintin, Spirou et de vieilles bandes dessinées des années 40, 50. Et donc, j'ai baigné dans une atmosphère très particulière, pratiquement dès le berceau, à savoir être entouré de bandes dessinées, mais qui avaient une caractéristique. On était plusieurs cousins, cousines, et on avait chacun des morceaux des différentes collections offertes par les différents enfants, par la fratrie. Du coup, je n'avais la plupart du temps pas le début d'une histoire, je n'avais pas la fin. Et je crois que le fait de très tôt avoir cette frustration immense de ne pas avoir un début, une fin, ça m'a projeté dans l'envie d'avoir des récits que j'aurais maîtrisés du début jusqu'à la fin. Et il est vrai que dès mes 6 ans, je crois, en tout cas dès la première primaire, j'ai un souvenir très marquant dès la première primaire, je refuse d'aller en récréation et je passe mes récréations à dessiner, à faire des bandes dessinées, et je ferai ça pendant les 6 années de primaire, donc passer mon temps à faire des bandes dessinées ou à raconter des grandes histoires sur une énorme table familiale avec des petites figurines, des petits personnages. Donc j'étais obsédé par la narration. Et déjà en fin de primaire, je suis passé à l'étape suivante, le premier roman, donc tapé à la machine lors de mes 12 ans à peu près. Et tu l'as encore, ce premier roman? Je l'ai toujours, oui. Et qu'est-ce que tu en penses? Alors, j'en pense que c'était pas si mal écrit que ça. Ce qui me fascine beaucoup, c'est deux choses peut-être à dire qui sont fascinantes. C'est que j'avais l'envie d'instiller des mots rares. Et il se fait qu'à l'époque, j'ai eu une passion, toujours cette distorsion. J'ai un côté vraiment distorsion, hybridité, etc. D'un côté, la grande littérature en fin de primaire avec Gérard de Nerval, mais de l'autre côté, je lisais les Bob Moran. J'ai lu 50 ou 60 Bob Moran en quelques mois, et je trouvais qu'Henri Verne avait un riche vocabulaire. Et j'avais créé, grâce à Henri Verne, j'ai pu lui dire des visus, parce qu'il a vécu très longtemps, Henri Verne, j'ai pu lui dire que mon premier acte professionnel, ça avait été en fait de créer deux choses. Un petit dictionnaire avec toute une série de mots rares, casse-mat, béance, etc., que j'ai essayé d'appliquer après dans mon premier roman. Et puis, il y avait ce que j'appellerais un paradigme des dit-il, parce que Henri Verne ne répétait pas, comme les anglo-saxons le font souvent, le mot dit-il, ça devenait soliloquat-il, rétorqua-t-il, répliqua-t-il, chevrota-t-il, balbutia-t-il. Et je m'escrimais, si on peut dire, je m'échinais, enfant, vers mes 12 ans, à déjà faire attention à ne pas me répéter, etc. Et alors, une dernière chose pour répondre à cette question, j'ai été frappé, effectivement, adulte, en relisant ça, par
une espèce d'hypersensibilité, il faudrait me psychanalyser, mais une hypersensibilité à la discrimination raciale. Et donc, dès 12 ans, 13 ans, mes premiers livres, je montre un héros, enfin une conjonction de plusieurs héros qui viennent de pays différents, qui se retrouvent sous terre, découvrant un monde souterrain, un peu comme dans Conan Doyle ou Edgar Rice Burroughs, des mondes souterrains. Et dans ces mondes souterrains, mes héros allaient devenir amis avec des hommes panthères, par exemple. Donc c'était à la fois noir et animal. Et il y avait des couples qui se formaient en hybrides. Donc un homme, ou je me souviens, c'était une dame, une princesse, avec un homme panthère qui devenait un des grands amis de... Enfin, ça me frappait, cette dimension, au fond, antiraciste. Ouais. Tu parlais justement tout à l'heure de ce manquement entre le début d'une histoire et la fin d'une histoire. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi? Écrire le début ou la fin, justement? Je crois qu'il y a tous les cas de figure. Ça m'est arrivé de faire une histoire à partir d'une idée qui peut se passer, donc, qui se passe plus tard, qui est au centre du bouquin, et donc tu dois essayer de créer toute une orchestration en essayant de trouver progressivement des scènes, notamment alors à un moment donné comment rentrer en force dans le bouquin. Mais ça m'arrive aussi d'avoir exactement l'inverse. Le projet sur lequel je travaille pour l'instant, par exemple, qui est un projet de thriller, tout vient d'une idée de scène que j'ai, et au fond le livre qui est construit, c'est pour donner du sens à cette scène, mais c'est une scène un peu à la Hitchcock, le principe au fond d'un homme auquel on peut ou d'une femme auquel on peut s'identifier, qui arrive, qui ne comprend rien à ce qui l'entoure et à la situation dans laquelle elle est projetée. Mais j'ai fait des commandes aussi, donc dans ce cas-là, parfois tu travailles à partir d'une documentation, une matière qui t'impose elle-même la structuration. Tu passes du roman à l'essai ou à la chronique. Qu'est-ce qui décide du bon territoire d'écriture pour une idée? Alors c'est aussi la distorsion, parce que je suis quelqu'un qui est toujours, au premier degré, je suis dans le grand contrôle, je planifie, même sur plusieurs années, ce que je vais faire, et donc je crée par exemple un personnage qui aura une série d'aventures. Comme je ne veux pas qu'elle se ressemble trop, ça sera des époques différentes, dans des pays différents, des gabarits de livres différents, etc., etc. Et à côté de ça, j'ai beaucoup d'appétit et j'aime bien avoir des moments de lâcher prise où quelqu'un te tombe dessus, te propose quelque chose. Évidemment, comme je travaille aussi comme médiateur, je fais des articles dans des revues, ça joue aussi, on me propose des choses, j'aime bien cet aspect-là. Je ne pensais jamais lire tel ou tel, et on me dit, tiens, est-ce que tu ne pourrais pas travailler, faire un article sur cette personne? Et parfois, de lire quelque chose te précipite dans l'envie de travailler pour une collection que tu ne connaissais pas, de travailler avec des personnes dont tu as fait la connaissance, qui sont... Donc je garde la porte ouverte, et puis je suis toujours en éveil, si je peux dire ainsi, c'est un peu prétentieux, mais je regarde un film, ça peut m'arriver tout à coup où on va voir une expo, et tout à coup il y a un aspect où je dis, oh, ça mériterait d'être étudié, tiens, et après je me dis, mais ça, il faudrait quand même en parler, faire quelque chose. Donc c'est comme s'il y avait deux voies, l'une qui est planifiée, l'autre qui, voilà, les aléas des rencontres, etc. Et j'essaie de les marier. J'y arrive en travaillant depuis toujours beaucoup. Alors quand tu démarres un livre, c'est plutôt plan détaillé ou boussole minimaliste? Alors là, j'espère que mon ami Patrick Delperdange ne m'écoute pas, parce que je n'ai plus de cheveux. Sinon, j'aurais dit mes cheveux se dressent sur ma tête quand j'entends mon ami Patrick dire lors d'interviews que lui, justement, il fonctionne comme tu viens de le décrire, à savoir, il se lance sans filet, il ne sait pas comment son histoire va se terminer, et il dit que pour pouvoir l'écrire, il a besoin d'être dans l'ignorance de la suite. Moi, c'est exactement l'inverse. Je fonctionne plus à l'anglo-saxonne. Et il y a des grands exemples, comme James Ellroy, par exemple, le grand romancier du thriller américain, qui dit qu'il fait des histoires à plat qui font des centaines de pages. Moi, je ne pourrais pas aller jusque-là. Là, ça pourrait peut-être me priver, on a chacun son timing, ça pourrait peut-être me priver du plaisir, si c'est aussi détaillé. Mais avoir un synopsis de plusieurs dizaines de pages, dont tu es sûr, quand tu te lances, d'avoir des effets, des rebondissements qui sont bien répartis, qui est une orchestration équilibrée. Parce que moi, je suis frappé,
Enfin, ce que je vais dire là, c'est assez banal, mais la plupart des thrillers, par exemple, des romans policiers, je voyais encore un film des années 70 il y a quelques jours, qui commençait très très bien, et puis on arrive à 2/3, la moitié ou 2/3 du film, et tout d'un coup, l'élément de suspense se dilue, et l'ensemble de l'œuvre paraît tout d'un coup sans beaucoup d'intérêt. Et donc moi j'essaie qu'il reste des éléments, que ce soit de suspense ou de psychologie ou d'information, qui soient quand même répartis dans tout le bouquin, qu'on n'ait pas cette espèce de chute brutale ou de dilution complète vers la fin du récit où on est extrêmement frustré. J'essaie. À quel moment te dis-tu « ça y est, la voie du livre est trouvée » Qu'est-ce qui te donne ce signal concret? C'est une question subtile, ça. C'est difficile d'y répondre. C'est difficile de répondre à ça. Ce qui m'arrive d'ailleurs, c'est de perdre le fil. Si par exemple je suis interrompu par d'autres travaux, j'ai intérêt toujours à travailler en immersion. Si je suis interrompu par d'autres travaux, quand je reprends, il faut qu'il y ait une scène, et au fond ça répond peut-être à ta question, parce qu'au fond, il faut que, pour être vraiment se sentir dans le projet, il faut qu'il y ait un moment précis. Mon professeur à l'université, Paul Jonas, de littérature médiévale, disait toujours « il faut, dans un récit, indépendamment de ses qualités globales, le fond, la narration, il faut des moments significatifs. » Ça veut dire, on oublie l'histoire, mais on garde comme des images prégnantes, comme ça, qui impriment votre imaginaire pour toujours. Quand j'ai l'impression qu'il y a une scène comme ça, ou qu'il y a toute une série de choses, comme une force centripète qui ramène des choses, des indices narratifs, des indices de comportement ou des psychologies, une information, quelque chose qui ferait réfléchir le lecteur. Quand tout ça est aggloméré, que c'est relativement fluide, alors là, ça me donne de la confiance et voilà, je suis parti. Mais je crois que ça ne m'est jamais arrivé de rebrousser chemin. Touchant du bois. On te lit aussi un peu comme un passeur avec tes notes de lecture, tes conférences. Qu'est-ce que transmettre t'apprend sur ta propre écriture? Alors la transmission, c'est quelque chose qui est devenu très très important pour moi. Et là, je voudrais rendre un hommage à Michel Torrekens, qui est une figure très sympathique et très riche, aux multiples talents comme auteur, comme médiateur, etc. Quand j'ai sorti mon premier roman, il m'avait dit « Tiens, moi je travaille pour une revue, c'était Indication à l'époque, ça ne te dirait pas de travailler, de faire des articles ?» Et j'avais jamais pensé à cet aspect-là. Mais quand j'ai développé cette fibre-là, au départ, égoïstement, en me disant « c'est comme un laboratoire d'écriture », donc c'est des expériences, un peu comme des voyages. Progressivement, je me suis rendu compte que partager, de faire découvrir des choses intéressantes à des gens qui auraient ignoré ce qui aurait pu les passionner, ça me touche beaucoup. Et aussi, un autre aspect, c'est un peu comme le coaching parfois, par rapport à un auteur, c'est le faire réfléchir sur des collègues que tu ferais réfléchir. C'est d'ailleurs la même chose en édition. Quand tu travailles tu supervises des manuscrits, ce que je fais maintenant, c'est un peu la même chose qu'avec des articles. C'est analytique du moins, c'est de faire prendre parfois conscience à des auteurs, des collègues, qu'ils ont mis telle et telle chose. Parce que c'est assez étonnant, il y a plusieurs cas de figure. Parfois quelqu'un qui est très touché parce qu'on a compris quelque chose dans son œuvre qui lui était chère, mais parfois tu as quelqu'un qui est touché parce qu'on voit des choses qu'il n'avait pas vues, et pourtant il se dit, mais au fond, tu me dis ça, je n'y avais pas pensé, mais quand j'y réfléchis, au fond, c'est peut-être inconscient parce que ceci, parce que cela. Et donc ça, c'est des choses. Alors, ça me donne beaucoup indépendamment du plaisir égocentrique et égocentré du créateur, ces vies-là, de transmission, de passerelle, de faire connaître les œuvres. Moi, j'adore d'ailleurs, le mot passeur est très important, j'adore labelliser, ça veut dire dans des conversations. On me l'a même parfois reproché dans certains articles, oh, tu ne vas pas encore redire que les tout bons thrillers, c'est X, Y et Z, mais j'aime bien de rappeler des noms pour que des gens, à force de les entendre, aient envie d'aller lire le dernier livre, j'en profite ici pour le faire, le dernier thriller de Patrick Delperdanche, ou je ne sais pas moi, le bouquin du Liégeois, on n'est pas loin de Liège ici, Jean-Marc Rigaud, Kipchirou, que je trouve magnifique, etc., etc.
Qu'as-tu désappris avec l'expérience qui t'a rendu meilleur écrivain? Alors, par phase, je dirais déjà, toute une série de tics ont été pris dans ma première carrière, qui était, quand j'étais tout jeune, j'ai fait des scénarios de bande dessinée historiques et didactiques. Et une caractéristique des scénarios de bande dessinée, c'est qu'on doit être très expressif. Donc plein de 3 petits points, de points d'exclamation. Et donc, j'ai dû notamment apprendre à faire très attention à ça. Quelque chose plus tard, en tant qu'écrivain, qu'une éditrice parisienne m'a heureusement assez vite fait prendre conscience et corriger, c'était que j'avais tendance, le côté bon élève. J'étudie énormément. Si je fais quelque chose, je sais pas moi, une histoire qui se passe en Allemagne en 1925, je vais étudier beaucoup sur la culture allemande, sur la musique, les arts de l'époque, la politique, etc. Et on va se balader dans le pays, on va faire des repérages. Et il y a le danger, dans un premier jet, on a tendance alors à mettre beaucoup de choses qu'on a apprises. Et il faut apprendre à laisser dormir et à se dire, si je donne un exemple, ça suffit, il ne faut pas en mettre 3. Si cette information, pour la bonne compréhension et le dépaysement du lecteur, la création d'une atmosphère, si c'est suffisant, tu arrêtes. Il ne faut pas commencer à abrutir ou à obscurcir l'esprit. Il faut en faire suffisamment. On apprend à doser, en faire suffisamment, mais pas trop. Et ça, on se plaint souvent qu'il n'y ait pas tellement de retour des éditeurs. J'ai eu cette chance, c'est pas qu'une chance, je l'ai cherchée, travaillant dans la bande dessinée très jeune, puis ayant envie d'apprendre le métier avant de faire des créations, des fictions pures, faisant des commandes, j'étais dans des collections où on avait des gens qui vous apprennent à faire attention, à chasser les répétitions, etc. Donc maintenant, c'est automatique. Je laisse toujours dormir un texte 6 mois, 1 an. Mon record, c'est un bouquin qui dort depuis presque 7 ans. Donc ça, c'est abusif. Mais donc je laisse dormir. J'écris beaucoup et je laisse dormir pour reprendre avec un regard de lecteur et être capable d'enlever. Je pense toujours à cet auteur que j'adore, une de mes références, c'est Stefan Zweig, qui disait qu'il fallait vraiment enlever toute la graisse d'un texte. Donc tous les mots qui ne sont pas utiles, les enlever. Enlever. J'essaie. Mais j'essaie contre mon tempérament naturel, c'est toujours la distorsion, mon tempérament naturel, c'est baroque. Ça serait être un peu empoulé, en faire beaucoup, et donc j'essaie de... Et pourquoi dort-il depuis 7 ans, ce texte? Il y a plusieurs explications. Il y a une explication... D'abord, j'ai eu le réflexe de laisser dormir. Et une fois qu'il était endormi, j'ai été absorbé par d'autres activités. Il se fait que, de par le fait que j'écrivais beaucoup d'articles, je me rendais compte qu'il y avait une série de collections qui m'intéressaient. Donc j'étais inspiré par l'envie de faire d'autres types de travaux. Et on ne peut pas sortir 3-4 livres par an, c'est très mauvais. Donc j'ai dû faire des choix. Il y avait aussi le fait que ce bouquin, que je laisse dormir, il fait 700 pages. Et alors j'ai beau être relativement courageux, dit-on, relire, retravailler 700 pages, où il y a beaucoup de contenu. On traverse toute l'histoire de la Belgique, tous les paysages et toute une série de problématiques dans ce livre. Et donc, pour pouvoir tout maîtriser lors de la relecture, ça va me demander un effort tel que je reporte lâchement. On se dirige vers ça, mais bon. Au fond, c'est quoi être un écrivain? Question très compliquée, parce que je différencie... Je préférais que tu me dises qu'est-ce que c'est pour toi être un auteur, parce qu'au fond, derrière, c'est une question c'est un jeu sur les mots. Il y a les gens qui décident d'écrire. Bon, je les appelle des auteurs. Mais dans les auteurs, tu peux avoir quelqu'un qui est avant tout un conteur, donc quelqu'un qui va être expert ou dont la passion va être de faire une histoire, qui va penser à la structuration de son récit, au contenu de son récit. Et puis tu as un écrivain. Et pour moi, l'écrivain, c'est le côté artiste, quelqu'un qui va tout mettre dans l'expression de ce qu'il doit dire. Et donc, pour prendre des cas caricaturaux, si je prends des écrivains français, par exemple, un Modiano, c'est un écrivain, parce que tu le lis à la page, tu le savoures à la page, mais au niveau de ses livres, ses récits, il se répète beaucoup.
Et l'important, c'est sa sensibilité, c'est son style, c'est sa musique personnelle. Comme en Belgique, on avait Francis Danemark, par exemple. Par contre, un romancier, par exemple en France, la caricature, l'opposé, pour moi, l'exact opposé de Modiano, ça serait Bernard Werber. Ces histoires de fourmis sont magnifiquement bien faites, très riches. C'est un artiste parce qu'il met pas mal de... Il y a un côté moraliste dans son œuvre, il fait pas mal réfléchir, mais c'est le degré zéro de l'écriture. Donc lui, il n'y aura pas d'inventivité sur le style. Alors, on retombe toujours à la fameuse question de l'hybridité. Comme je suis attiré par les deux tendances depuis toujours, j'ai une petite anecdote d'ailleurs, c'est qu'en je vous ai dit qu'en fin de primaire, Nerval, Bob Moran, ça paraît très différent, mais en début de secondaire, il y a un auteur, il y a une œuvre qui va synthétiser les deux, mon idéal jusqu'à aujourd'hui. Donc j'avais plus ou moins 13 ans quand j'ai rencontré le roman inachevé, les aventures extraordinaires d'Edgar, non c'est pas d'Edgar Allan Poe, ça c'est l'auteur, de Gordon Pym, Arthur Gordon Pym. C'est un roman donc du célèbre Poe, traduit par Baudelaire, et donc c'est une histoire échevelée, fascinant, de grands voyages maritimes avec du suspense, du fantastique, mais c'est le style de Baudelaire. Et donc, je me suis toujours dit que l'idéal serait d'avoir une histoire qui rendrait tout ça, où il y aurait à la fois l'auteur, il y aurait à la fois l'écrivain et le conteur. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'être un auteur ? C'est peut-être avoir envie... Moi, je crois, j'ai une divinisation du récit. Donc je crois que quand on met quelque chose en récit, on lui donne un supplément de vie. Donc j'aurais envie de te dire, tu as interviewé Luc Delis, il parle souvent de temps comprimé. Donc c'est donner une espèce de force supérieure à des choses qui sont évanescentes, donner du sens, donner une illusion, une impression que les choses ont du sens, je ne sais pas si elles en ont, mais de créer un modèle réduit, des espèces de mondes idéaux. C'est peut-être une manière de s'échapper. Je sais que l'écriture, quand j'étais enfant, ma jeunesse n'était pas toujours si rose que ça. Mes parents étaient, je ne vais pas raconter, me faire psychanalyser, mais ils avaient une vision très sombre de la vie. Et je me suis construit une image très positive et constructive. Je ne sais pas qu'est-ce qui a fait que j'ai eu ce réflexe, mais d'aller chercher à l'extérieur, ça peut être chez une institutrice, ça peut être dans Black et Mortimer, ou dans Nerval ou Bob Moran, et puis d'autres auteurs, mais d'aller chercher des séries télé. Je veux dire, le monde réel, pour moi, c'était le monde important, en tout cas, c'était le monde surréel. Et je crois qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on a quand même intérêt à non pas se couper et se mettre sur une île, mais quand tu vois toutes les horreurs qui nous entourent, on a intérêt à du moins être sur une presqu'île, où on s'entoure. C'est mon principe. Et l'écriture permet peut-être ça aussi. C'est-à-dire, tu écris, tu te rapproches de plein de gens, lecteurs, collègues, etc., éditeurs, avec lesquels tu as plein d'affinités, tu te crées une espèce de petite table ronde et tu as un micro-monde agréable. Et il faut alors à ce moment-là trouver le juste équilibre entre profiter de ce micro-monde qui te protège des horreurs. Je ne vais pas citer tous les pays dont on entend parler tous les jours au journal télévisé, mais on ne peut pas être non plus égoïste et ne pas savoir. Donc, il y a un juste milieu entre essayer d'agir de temps en temps sur le réel, en prendre conscience et en rendre compte, et en même temps avoir ces moments où tu arrives à te protéger et à te mettre dans un espèce de cocon. Parlons un peu de quelques-uns de tes derniers livres. Tu as toiletté et republié l'œuvre de Caïn en 2024. Qu'est-ce qui t'a poussé à réouvrir ce roman et qu'est-ce que tu as changé ? Mais alors justement, dans le cas de l'œuvre de Caïn, c'est un bouquin emblématique pour moi pour plusieurs raisons. L'un, c'est que le bouquin, j'ai le plus retravaillé. Quand je l'ai écrit, c'est il y a très longtemps, il avait été pris directement par un éditeur, mais qui a fait faillite. Et après ça, j'aurais dû le représenter, mais j'étais pris par un autre projet et je l'ai un peu abandonné. Mais plus tard, quand j'avais du temps, je me remettais en immersion et j'y travaillais. Et son style a bougé progressivement. Quand il est sorti et publié la première fois, c'était déjà un récit qui était curieux, en ce sens que son écriture
ne correspondait à aucun auteur vivant. C'était une hybridité, je reviens toujours, c'est un terme obsessionnel, une hybridité entre l'auteur qui avait écrit le premier jet et l'auteur que j'étais aujourd'hui. Donc je respectais cet ancien auteur, mais j'étais déjà autre. Et quand j'ai voulu rééditer, il y avait l'envie d'adapter encore un tantinet par rapport au style. Je suis devenu moins romantique baroque, toujours comprimé, mais il y avait aussi l'envie de permettre à des lecteurs de lire un cycle, parce que je lui avais donné une deuxième aventure à mon personnage principal de l'œuvre Quint, qui s'appelle Valentin Dulac. Donc l'œuvre de Quint, ça se passe en 1925, en Allemagne, du côté des débuts du nazisme, et je lui avais fait une première aventure de jeunesse en 1918, à la fin de la guerre à Bruxelles, qui était paru en 2023, et j'avais donc envie, j'avais d'ailleurs le bouquin dont j'ai parlé tout à l'heure, qui attend, 700 pages qui attendent en cave, que je les ressorte et que je les retravaille, c'est aussi, en fait j'ai 4 bouquins écrits, terminés, avec ce même personnage. Donc il fallait absolument que je ressorte l'œuvre de Quint, qui est peut-être mon récit, comment est-ce que je pourrais dire, aussi emblématique, en ce sens que il est historique, on apprend beaucoup, mais en même temps, je crois qu'il est relativement léger aussi, avec plein de péripéties. Donc je crois qu'il y a un bon équilibre par rapport à ce que je rêvais de faire, puisque j'espère toujours apprendre des choses à un lecteur, le pousser à essayer d'en apprendre davantage, donc toujours le côté passerelle d'ailleurs, d'aller voir d'autres auteurs ou d'approfondir des sillons de matière, je ne sais pas moi, sur l'histoire du nazisme, ou etc., etc. Mais eh ben, je perds le fil. Je perds le fil de ce que je voulais dire par rapport à ce récit. Tu parlais de 4 romans qui étaient emblématiques, que tu l'as réécrit parce que tu n'étais plus le même écrivain. Mais donc c'est que l'œuvre de Quint, c'est vraiment un bouquin dont le dosage entre... Je trouve qu'il est suffisamment sautillant, tout en étant... Il touche à des, comment dire, à des fonds, à des matières didactiques, etc., qui sont profondes. On parle par exemple de l'histoire... quelque part, qui est quand même assez méconnu, de l'Allemagne, ou même l'histoire, certaines mythologies de la Bible, les tribus perdues d'Israël et des choses comme ça. Il y a tous ces courants. Toi qui as interviewé Arnaud Delacroix, qui adore l'ésotérisme, on parle beaucoup des racines ésotériques du nazisme, etc. Et donc il y avait toute cette volonté de pousser les gens à se pencher. Pourquoi ? Parce que, et c'est peut-être aussi, pour te répondre plus complètement, c'est que l'œuvre de Quint a soudain pris aussi une autre actualité. Parce qu'au fond, l'œuvre de Quint, ça se passe en 1925. Et ce qu'on voit, c'est toute une série de choses, d'élans, de mouvements, qui ressemblent très très fort à ce qui se passe un siècle plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui. C'est pas une vision de l'esprit, si on connaît bien l'histoire, il y a vraiment beaucoup de points communs entre... Et qu'est-ce qui était caractéristique de ce bouquin de cette époque ? C'est cette espèce de folie qui fait qu'à un moment donné, on a un pays, c'est l'Allemagne, en 1925, c'est le pays sans doute le plus civilisé du monde. Un niveau artistique, un niveau intellectuel, un niveau moral, un niveau social extraordinaire. On peut être la fille d'un domestique et devenir parlementaire. On peut être juif, devenir ministre des Affaires étrangères en Allemagne. C'est extraordinaire. Dans tous les domaines, la musique, va partout. Le cinéma, l'expressionnisme, etc. Et au moment où on a ce degré de civilisation optimale, il y a déjà les germes, ils sont déjà là, qui font que ce pays va basculer complètement dans l'arriération mentale. Et on parle dans l'œuvre de Quint de théories. Le bouquin, au niveau de sa trame, tourne autour d'une série de théories ésotériques qui était une croyance qui était imposée par les nazis à l'Allemagne, universitaire, à savoir, par exemple, que la Terre était... il y avait 2 grandes théories, la Terre est creuse, et tout l'univers s'est construit à partir d'un combat entre la glace et le feu. Alors on se dit, mais c'est pas possible. Eh bien, c'est pourtant vrai. Or, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, après l'élection d'un Obama, je dis ça sans on l'aime, on l'aime pas, mais je veux dire ce que ça pouvait représenter symboliquement. On a vu la chute du rideau de fer, etc. La Chine qui se libéralisait, qui s'ouvrait au monde. Après ce moment, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a la régression, les droits des femmes aux États-Unis, enfin bref, on a des régressions de partout, avec, je ne vais pas faire de la politique à la petite semaine, mais on voit que partout, les dangers
du dogmatisme, différentes formes de totalitarisme sont en train de nous, pas encore nous étouffer, mais de nous encercler. Et l'œuvre de Caïn est quelque part, c'est moi en tant qu'auteur qui dis ça, ça peut paraître prétentieux, mais je crois que ça paraît tout d'un coup très, tout en racontant des choses vraies de l'époque, très contemporain. Tu viens de publier un recueil de nouvelles aussi dans la collection Belgique, Être ou ne pas être. Être ou ne pas être, récit. Ah, voilà. Et tu composes un portrait en mosaïque du pays, de la Belgique. Quelles règles t'es-tu imposées pour passer de l'histoire au sensible, sans perdre un certain élan narratif? Très compliqué. Mais j'ai essayé une tactique sur ce recueil-là que j'ai essayé d'appliquer dorénavant, mais c'est compliqué, d'essayer d'appliquer au roman. C'est plus facile que des nouvelles. Le principe, c'était pour chaque texte, donc chaque court texte, être en immersion totale. Donc il y avait un fil rouge qui générait au fond les idées. Mon fil rouge, c'était que je voulais balayer. J'adore l'histoire, et donc je voulais que tout en parlant, parce qu'on demande ça, on attend ça des auteurs de Belgique, qu'ils parlent de leur rapport intime à la Belgique. Mais moi, je voulais que ça s'inscrive vraiment dans une évocation de la Belgique. Mais alors, une évocation, quand commence réellement la Belgique? Et j'ai voulu faire quelque chose où il y a au fond un prologue et un avant, et puis presque même un après, avec un texte qui est presque une légère science-fiction, on est dans un futur légèrement futur. Et donc, ayant cette fondation de devoir choisir des moments différents, il n'y avait pas un thème unique, il n'y avait pas comme d'autres l'ont fait. Par exemple, Ariane Susny a fait un très beau livre centré sur des histoires de femmes pendant la guerre 14-18, etc. Moi, je voulais vraiment disséminer. Et donc, heureusement, j'ai beaucoup étudié déjà l'histoire de la Belgique, et puis bon, voilà, j'ai beaucoup vécu. J'ose espérer intellectuellement. Donc j'avais une série de thématiques. J'ai commencé à faire un espèce de synopsis qui allait balayer et essayer d'être équilibré. Et à partir de ça, j'ai essayé de faire un peu comme si tu allais chez un psy qui te dit, voilà, tu commences ton récit chez les Francs. Tu vas dire, tiens, la Belgique, elle ne commence pas avec les anciens Belges, ils ont disparu, ça commence avec Clovis. Si tu devais parler de Clovis, qu'est-ce que tu choisirais comme thème? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant autour des débuts francs de la Belgique? Et alors chaque fois, c'était le fait de se mettre totalement en immersion dans la matière, de rêver à 100%, prendre des notes longtemps, etc. Et puis vraiment d'écrire alors en une seule fois, en étant complètement pris par son sujet. Et quand quelque chose... Et après ça, j'ai décompressé complètement, un peu comme quand on sort d'un blocus. Après chaque nouvelle, j'ai pris des vacances. Ça ne veut pas nécessairement partir 15 jours à Madagascar, mais j'ai pris à chaque fois une vraie détente. Donc on partait quelque part où je me changeais les idées, et à chaque fois je repartais avec un appétit total. Et donc j'essayais vraiment de me mettre en état de... Et alors plus on travaille, plus, même si on fait des petits breaks, on reste très concentré et on va alors beaucoup plus vite. Je reste persuadé que le temps est une notion très relative et qu'on peut parfois, si on est très inspiré, on peut faire en 1 heure le travail de 10 heures, etc. Donc c'est garder l'état de grâce, si je peux dire. Alors, j'avais cette chance aussi d'avoir préparé le terrain. C'est-à-dire que depuis des années, je rêvais d'intégrer cette collection et j'étais passionné par le thème de la Belgique. Donc, j'avais déjà fait des textes qui tournaient autour de ça, j'avais accumulé toute une série de thématiques, d'informations, etc., que j'avais envie de traiter. Et même, j'ai eu, je vais pas dire une idée géniale, mais j'ai eu une illumination qui vient d'un drame. C'était que j'ai connu à la fin de sa vie, très tardivement, Jacques de Decker. On est devenu très tardivement, très proches. J'avais fait des textes d'analyse sur son œuvre, il avait été touché, on s'est rencontrés, etc. Il voulait que je fasse même un travail, une biographie ou un essai sur lui, que j'ai finalement fait, mais après sa mort. Mais ce qui est certain, c'est que j'ai tellement été bouleversé par sa mort que j'ai fait un texte d'hommage. Et je le connaissais tellement bien à ce moment-là que ce texte d'hommage, j'avais étudié son œuvre à fond et je connaissais quand même bien l'homme. Et donc j'ai pu faire un texte très particulier qui m'a semblé tellement
différent et original quelque part, que je l'ai utilisé comme préface quelque part, comme introduction du recueil belgique, avec l'idée de transformer Jacques en un personnage qui allait se retrouver en commentateur de tous les textes qui allaient suivre et être juxtaposés dans la suite. Et donc, le texte, au fond, avait deux niveaux, puisqu'on pouvait lire chaque petit texte comme une nouvelle, mais il y avait en même temps un fil conducteur qui donnait du sens et qui reliait, et on commentait, parfois on se moquait de l'auteur en train d'écrire, c'est-à-dire que Jacques venait me dire « Mais Philippe, allez, tu te prends une mauvaise direction là ». Et j'avais même été, pour aller au plus loin dans cette direction-là, il y avait un cas d'une histoire où d'un coup j'arrête l'histoire. Je dis « Mais non, ça on se répète, c'est vraiment très mauvais ». C'était pour montrer, faire un pastiche en montrant aussi, tout en ayant appris et en ayant créé une situation de départ qui à mon avis était sympa, mais de se dire, voilà, un auteur pour bien faire, il ne doit pas se répéter, il doit ouvrir des nouveaux sillons tout le temps, etc. etc. Donc j'avais l'impression d'être d'un côté en état de grâce, dans le bon par rapport à mes capacités à moi, donc tout est relatif, mais en même temps d'avoir travaillé aussi pour me permettre d'aller vers cet état. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre le luxe, effectivement, de s'arrêter, de se mettre dans des petites immersions. Maintenant, j'essaie de le faire, mais ce n'est pas évident, évidemment, dans la vie normale, si vous avez des enfants, un travail en journée, etc. Revenons à Jacques de Decker. Tu as écrit un livre sur lui. Pourquoi est-ce que tu as voulu écrire un livre sur lui et qu'est-ce que ça t'a appris, non seulement sur l'homme et l'écrivain, mais sur toi-même aussi? Alors, on revient à la conversation de départ. Mon hybridité, d'un côté, vouloir tout contrôler, planifier, et puis de l'autre côté, des choses se présentent absolument imprévues, des rencontres, et on bouscule tout pour laisser la part à cet imprévu quand même. Dans le cas de Jacques de Decker, c'est quelqu'un que je n'aimais pas spécialement, en fait. Je l'avais admiré quand j'étais jeune, je vais même garder une série d'articles, je vénérais le critique, l'intellectuel qu'il était. Et puis quand je l'avais rencontré plus tard comme auteur, je trouvais il me faisait penser un peu à une statue du commandeur, quelqu'un qui appartient à un autre monde. D'ailleurs, il était finalement secrétaire perpétuel de l'Académie. C'est quelqu'un à l'ancienne, très dandy, qui n'écrivait pas de mails, etc. Donc il paraissait... Premier contact, il me paraissait appartenir à une toute autre galaxie. Il ne m'attirait pas spécialement. Et donc je suis rentré en contact avec lui par hasard. Je suivais quelqu'un d'autre et je l'ai vu lors d'une séance à l'Académie royale ou une soirée en hommage à Henri Verne que j'adorais. Et là, Jacques de Decker m'a beaucoup ému parce qu'il se comportait comme un petit garçon qui est en admiration devant son idole de jeunesse. Et j'ai vu un bel homme, au sens une belle âme. Je me suis intéressé à lui. Et un peu après, il y a eu le hasard qui a fait qu'il y avait une présentation, un hommage à Jacques de Decker, lui qui détestait les hommages, au midi c'est les midis, on appelle ça les midis de la poésie, au Riche-Clair. Je m'en vais là, et là, j'ai eu un choc double. D'un côté, je me suis rendu compte, la salle était pleine, et je me suis rendu compte, plein de gens témoignaient, je me suis rendu compte qu'il avait fait énormément pour les autres, donc c'était vraiment un bel homme au sens belle âme. Et à un moment donné, parfois je suis un peu romantique, et il y a eu un petit passage qui m'avait bouleversé, bon, rigolé, je suis romantique. Ce qu'il avait très privant, ce qu'il était très pudique un peu à l'anglo-saxonne, il avait évoqué l'idée qu'un roman qu'il avait écrit à un moment donné était passé inaperçu. Et je m'étais tourné vers mon épouse, qui m'accompagne toujours dans les soirées littéraires, qui m'avait dit, ou les midis littéraires, qui m'avait dit: je te le trouverai, sauf que ça arrive souvent, elle me rapporte quelque chose qui n'est pas ce que j'ai demandé, mais quelque chose qui a un rapport, et donc elle m'a rapporté un autre bouquin, qui s'appelle Le ventre de la baleine, donc un autre roman de Jacques de Decker. Il en a écrit que 3. Et ce roman-là m'a paru la quintessence d'un roman percutant qui réunit toutes les qualités. J'ai eu le coup de foudre. Et donc j'ai fait un article, je lui ai envoyé, il était tout content. Et puis, j'avais envie d'en savoir plus, notamment ce bouquin qu'il avait évoqué comme tellement cher à son cœur, qui avait été méconnu, j'ai voulu le lire quand même. Et puis, j'ai eu la découverte que Jacques de Decker, qu'on connaissait comme critique et qu'on méconnaissait comme auteur, en 3 romans, il avait chaque fois reconstruit sa manière de travailler. Ces 3 romans étaient complètement différents. Et donc, je me suis dit, au fond, il a un roman, Le ventre de la baleine, qui pourrait être un grand classique des lettres belges, mais l'ensemble des 3 romans, en ouvrant tellement de portes différentes, et fait en soi œuvre. Ces 3 magnifiques œuvres, mais les 3 ensemble
c'est un peu comme si on faisait le tour, c'est un peu prétentieux de dire ça, Jacques n'aurait pas apprécié que j'aille aussi loin, mais c'est un peu comme s'il faisait le tour d'un genre. D'une certaine manière, on ne fait jamais le tour d'un genre. Et puis j'ai voulu en savoir davantage, donc ces pièces de théâtre, ces nouvelles, et j'ai fini par faire plein d'articles, même emailé mon fils qui adore le théâtre pour que lui parle des pièces de théâtre, et sur 2-3 ans, on a eu une relation très intense avec Jacques de Decker. Alors, ce que j'en retire, c'est que c'est bien quand on est soit un auteur égocentré, on doit se replier sur soi et parler de soi, c'est quand même bien d'avoir des grands frères, des modèles, des gens où on se dit ils sont meilleurs que vous comme êtres humains, ils ont fait plus que vous, ou simplement ils ont ouvert des portes que vous n'avez pas encore ouvertes et qui vous inspirent, qui vous motivent. Il y a des choses, il m'a donné, comment dire, le fait de le fréquenter a donné parfois plus de consistance à des choses que je pensais ou que je voulais faire, et de l'avoir fréquenté, ça a donné plus de poids à une série d'aspirations. C'était quelqu'un, c'est vraiment un modèle. Pourquoi ? Parce que c'était pour moi le Belge idéal, en ce sens que Jacques de Decker, il avait, ce qui est peut-être propre à des petits pays, il était dans un double mouvement. Il s'intéressait très fort à tout ce qui l'entourait, du côté flamand comme du côté francophone, et il avait fait énormément pour mettre en valeur ses collègues, des essais, des postfaces, des préfaces, des présentations, et plein de choses dans les coulisses pour aider des projets à se faire, des traductions à se faire, connecter des gens qui devaient se rencontrer. Il avait fait tout ça. Oui, je disais qu'en fait, voilà, je retrouve le fil de ce que je voulais dire. Quand je dis que Jacques de Decker était un Belge idéal, c'était qu'il avait le double mouvement de s'intéresser à ce qui l'entourait, de servir tous ces gens qui l'entouraient, d'essayer de vraiment les aider, mais en même temps, c'était pas du tout le type replié sur une petite culture locale. C'était un homme qui vivait au même moment, en fait, avec Shakespeare, qu'il avait traduit maintes et maintes fois, Ibsen, Strindberg, Bertolt Brecht. Il était capable de tout laisser tomber pour aller suivre une pièce de théâtre moderne à Londres. Il avait le double mouvement. Il faisait en très grand ce que j'ai depuis toujours en moi, c'est-à-dire cette distorsion entre le grand large et la proximité. Donc il montrait que c'était vraiment faisable. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment profondément marqué, vraiment, ouais. Peux-tu nous parler en quelques mots de ce que tu fais actuellement ? Quels sont ton projet en cours ? Quel est ton projet en cours ? Alors mon projet en cours, c'est de retrouver le fil d'un thriller contemporain. Donc l'envie de parler de problématiques d'aujourd'hui dans des paysages de notre pays. Donc j'ai tout un projet d'exploration des différentes zones de notre pays. J'essaie d'y revenir parce que ce qu'il s'est passé, c'est que j'ai été, quand on est vraiment lancé dans un milieu et qu'on rencontre beaucoup de gens, qu'on travaille beaucoup, les frottements font que des projets, des interactions se font, etc. Et donc, j'ai été distrait de ma trajectoire, pour le meilleur ou pour le pire, parce que Vincent Engel est venu me voir pour différents projets. Je travaillais avec lui sur le site Liber Amicorum, comme il savait que j'avais une passion pour Jacques de Decker. C'était un site mémoriel pour des auteurs récemment disparus, et donc il m'a proposé de gérer la page Jacques de Decker. J'ai travaillé pour Marginal, la revue de nouvelles, et puis finalement, j'ai participé au lancement de cette belle maison d'édition. Je dis belle parce que c'est un projet révolutionnaire et décapant. C'est la maison d'édition Asmodée Ederne. Et donc Vincent a réuni autour de lui 17, 18 auteurs, autrices, des gens donc, qui vont être comme autant quelque part d'éditeurs en anglo-saxonne qui peuvent apporter des manuscrits ou en recevoir de la part de la personne qui trie les manuscrits et donc apporter différentes tonalités. C'est un projet qui, je ne vais peut-être pas raconter le détail du projet, mais qui était révolutionnaire et décapant par plusieurs aspects. Donc j'ai voulu participer et aider Vincent au moment où il le lançait ce projet. Et donc j'en ai fait beaucoup. Et pour te dire, cher Marc, le 1er octobre, on est le 3 ou le 4 aujourd'hui, le 1er octobre sortait le 6e livre que j'ai supervisé, un livre de Francis Groff, un très bon roman d'espionnage. C'était le 6e bouquin supervisé, donc mon 6e bébé comme éditeur en 13 mois.
Du coup, j'ai sacrifié, j'ai continué à faire beaucoup au niveau article, médiation sur différentes revues, mais par contre, au niveau création, on dit souvent le créateur égocentré, mais là, je l'ai bien comprimé, je l'ai mis dans un coin, et donc je le ressors maintenant pour essayer effectivement de revenir à une aspiration que j'avais parce que j'ai fait beaucoup de romans historiques et j'ai envie de faire de la littérature contemporaine. Est-ce que la médiation, tes rencontres avec d'autres auteurs t'ont changé dans ta manière de penser ou de lire? Alors, effectivement, j'ai une anecdote par rapport à ça. Pendant des années, donc je suis arrivé par hasard, comme je l'ai raconté tout à l'heure, grâce à Michel Torrekens et grâce à la revue Indication dans l'univers du journalisme culturel littéraire. Et j'en faisais peu, quelques articles par an, je trouvais ça intéressant. Et puis, il y a eu Thierry Leroy, dans un premier temps, qui aimait bien ce que je faisais et qui m'a demandé, quand il avait des bouquins belges importants, il me demandait d'y travailler. Or, à l'époque, j'étais extrêmement branché littérature moderne. Quand j'étais plus jeune, je lisais beaucoup de grands classiques du 19e siècle, Balzac, j'en ai lu 60, 70. Mais là, je m'étais branché littérature moderne, les grands américains, les grands anglais, écossais, gallois, irlandais d'aujourd'hui. O'Connor, Sarah Waters, James Ellroy, etc. Et donc, j'avais presque à un moment, j'avais presque une répulsion pour la littérature française, pour la littérature francophone, qui me paraissait un peu pauvre au niveau de sa capacité d'orchestration. Or, il se fait que Thierry Leroy me branche un peu plus sur la littérature francophone, et puis Laurent Corbel, son bras droit, lance Carou, qui va être une plateforme qui va un peu s'ouvrir encore plus culturellement. Et je veux participer, les aider au lancement, faire une petite brèche dans mon emploi du temps momentanément. Et à ce moment-là, il se passe un hasard. Dans un salon, je me rends compte que Gérard Radan, qui dirige aujourd'hui les éditions Méo, j'ai l'occasion de me rendre compte que lui, il fait beaucoup de choses pour ses auteurs, qu'il les bichonne. Et je m'intéresse à lui alors que son type de livre correspond en fait à la littérature vraiment francophone, où il n'y a pas nécessairement des histoires, mais plutôt l'intimité, la sensibilité, l'émotion, des tranches de vie, etc. Et j'ai envie de lui faire un cadeau parce que j'admire l'homme, ce qu'il fait, et je propose à la revue de faire un dossier. Et on me laisse faire ce dossier. J'ai fait un gros dossier avec interview de l'auteur, donc je l'ai rencontré, on était mangés ensemble, etc. Et j'ai analysé 5 ou 6 livres de cette maison. Et de fil en aiguille, le fait de mieux rencontrer ces auteurs-là, ça m'a appris à savourer d'autres manières d'écrire un livre, d'autres types de plaisirs, voilà. Donc, je crois que le fait de travailler dans la médiation, comme le fait de travailler dans l'édition, par exemple, où on choisit des textes, on sort de soi, on sort de son penchant le plus naturel, et on s'élargit un peu comme, je crois que je suis interviewé par Marc Bailly qui fait des voyages très lointains, et je crois que ça apporte beaucoup, effectivement, de se confronter à d'autres cultures, de ne pas toujours se prendre soi-même, ou sa propre culture, son propre clan, comme l'alpha et l'oméga, le modèle de tout. Et donc c'est vrai que la médiation, quand c'est bien traité, qu'on fait ça avec, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, avec beaucoup d'appétit, en acceptant le principe d'essayer d'aimer des choses qui a priori seraient très différentes. Donc on se met dans un espèce de... Il y a un sas, comme un sas de décompression, où on oublie ses attentes premières, naturelles, ses préjugés, donc c'est pas très beau, ça, au fond, les préjugés. Et puis on rentre dans le projet de l'auteur, qui est différent. Alors on n'aimera pas tout, mais alors on peut rencontrer des très très beaux, des très belles manières de faire qu'on n'aurait jamais soi-même emprunté, ou pas à cette époque-là, qu'on empruntera peut-être plus tard. Ça ouvre des portes. Si tu pouvais remonter dans le temps et te rencontrer quand tu avais 10 ans, qu'est-ce que tu pourrais te dire ? Oui, alors je me dirais, tu n'es pas devenu un auteur richissime
entouré de 150 pulpeuses créatures. Non, je dis ça pour rire. On passe parfois, quand on est jeune, par des rêveries comme ça, mais je crois que dans mon cas, elles n'ont jamais été très profondes. Je crois que je dirais à l'enfant de 10 ans qui ne jurait que par la narration, le fait de raconter des histoires, d'avoir envie de les partager, je leur ai dit, ben, tu vas y arriver. Tu vas y arriver, l'essentiel, c'est pas nécessairement, mais je le savais, c'est pas de vendre 100 000 exemplaires ou 10 millions, parce que je crois que l'être humain, comment dire, dans tous les domaines de la vie, l'être humain aime même construire son propre malheur. Ça veut dire que si vous êtes un écrivain, par exemple, si vous vendez 100 bouquins, vous enviez celui qui en vend 1000. Mais si vous en vendez 1000, vous rêvez de celui qui en vend, vous enviez, vous jalousez celui qui en vend 10 000. Vous en vendez 10 000, 100 000, 1 million. Quand vous vendez des millions d'exemplaires, vous enviez la personne qui est louée par la critique, qui a eu des prix. Et si vous avez les prix et la critique et tout, vous vous enragez en vous demandant si vous allez vous passer à la postérité. Les auteurs les plus importants, pas toujours, mais souvent, étaient totalement inconnus. Moi, je fais une fixation sur le cas de l'auteur du meilleur roman belge de tous les temps, Charles de Coster. Dans le recueil belgique, je raconte ses funérailles. Il est mort, méconnu, inconnu. Pratiquement personne n'avait entendu parler de lui. Même ses amis, journalistes parfois, méprisaient ce qu'il faisait, n'avaient aucune perception de son génie. Sa mère et sa sœur, dont il était très proche, se moquaient de lui disaient « Quand vas-tu enfin passer aux choses sérieuses ?» Et 10 ans plus tard, tout d'un coup, la jeune Belgique, le Monnier, etc. disaient « Ah, on a un glorieux ancêtre, qu'est-ce qu'il était génial ce de Coster !» Il a été traduit moult fois en russe par exemple. On en fait une montagne dans 36 pays, mais on n'en a pas fait une montagne en Belgique. Donc on doit un peu se blinder comme les grands peintres qui sont Van Gogh, Modigliani. Enfant, j'ai lu beaucoup de biographies. J'ai toujours voulu travailler dans le domaine artistique. Et je me disais, j'étais déjà blindé, je me disais, voilà, on n'est presque jamais reconnu de son vivant. N'empêche qu'il y a une tentation naturelle, j'en discute avec Vincent Engel régulièrement. Vincent Engel, il a fait pour moi une œuvre qui va rester, Monte Chiaro, le cycle de Monte Chiaro notamment. Mais il a envie d'être lu par des milliers de lecteurs, etc. Je veux dire, il y a cette espèce d'hantise humaine, on voudrait tout avoir, les contraires, et si on a fait un chef-d'œuvre, on n'arrive pas à admettre qu'on ne peut pas faire un chef-d'œuvre à chaque fois, etc. Donc, moi, j'essaie de lutter contre ça en réfléchissant pas en termes de but, mais en termes d'élan, se mettre dans un élan qui vous conduit quelque part. On verra. Donc Philippe, pourrais-tu résumer ta vie en 30 secondes chrono? Top, c'est parti. Alors ce que je vais dire est très prétentieux, mais j'ai l'impression que j'ai plus ou moins réussi ce que je rêvais de faire, que ce soit dans la vie privée où j'ai rencontré à 20 ans la femme qui toujours m'accompagne idéale. Je vis dans mon quartier idéal et je fais le métier que je rêvais de faire. J'ai fait 22 bouquins, j'ai rencontré de belles personnes. Je crois que je rêvais quelque part d'être assis à une table ronde, c'est-à-dire entouré de gens que je pourrais aimer et estimer. Top. Si tu pouvais dîner avec 3 personnes, vivantes ou mortes, ce serait qui? Ce serait ma femme, mon fils. Trop facile, ça. Non, c'est trop facile. Bon, j'aimerais bien que Jacques de Decker revienne parmi nous, ça c'est certain. J'aimerais bien pouvoir parler suffisamment bien en anglais pour pouvoir manger avec James Ellroy, même s'il est complètement fou. Je ne crois pas qu'il ait le facho pour lequel il essaie de se faire passer. Pom Pom Pom, peut-être le leader de Pink Floyd, même s'il a mal tourné aussi avec ses idées politiques très arrêtées. Mais Roger Waters, c'était quand même une idole de jeunesse. Alors, quelqu'un qui est mort, que j'ai une infinie tendresse pour lui, même si maintenant je n'écoute pratiquement plus que de la musique classique, c'est Freddie Mercury. Cary Grant, mais il faudrait que je parle bien anglais. Dans les personnes vivantes, je crois que sinon, des gens contemporains, c'est mes amis du milieu, je sais pas, Jean-Pierre Legrand, Michel Torrekens, Nausicaa Hathaway. C'est des très très belles personnes qui n'ont pas des égos surdimensionnés, qui aiment faire le bien,
mettre les autres en valeur, qui sont intelligents, cultivés, travailleurs. On en a déjà un petit peu parlé, enfin tu en as déjà un petit peu parlé, mais un écrivain que tu admires par-dessus tout. Bon, Shakespeare, James Ellroy. Entre les deux, Wilkie Collins, le grand ami de Charles Dickens, qui, à mon avis, avait 50 à 60 ans d'avance sur tout ce qui se faisait en roman à l'époque. C'est un immense romancier, il invente le premier roman policier, roman, hein, j'ai bien dit, roman, et le premier thriller. Le plus beau ratage de ta carrière. Ouf, j'ai raté quelque chose. Ah, le plus beau ratage de ma carrière. Alors je sais que ma femme et mon fils qui relisent tous mes textes ont pleuré de rire en lisant, c'était pas gentil de leur part, en lisant la première nouvelle que j'ai envoyée à Marginal. Je l'ai retravaillée, ils ont encore rigolé tout de même. J'ai pourtant fait à partir de ce texte-là une belle carrière chez Marginal. Je l'ai peut-être commencé par mon plus mauvais texte. Mais sinon, je me mets toujours en immersion, je travaille toujours tellement que je ne vois pas comment j'aurais raté quelque chose. Vraiment raté, hein, je ne vois pas comment ça serait possible. Des points de détail, par exemple dans mon premier roman, il y a une scène ou l'autre que je n'écrirai plus parce que je trouve qu'elles sont déplacées, mais ce n'est pas très grave. Par rapport à la critique, par exemple, je ne peux pas trop regretter parce que quand je n'aime pas quelque chose, en principe, je n'en parle pas. Je n'aime pas dire du mal. Je ne mens pas, hein, mais donc si je n'aime pas, je n'en parlerai pas. Et il n'y a qu'un cas ou l'autre où j'ai cassé du sucre, si je peux dire ainsi, mais la personne, elle le méritait vraiment. Elle le méritait vraiment, vraiment, vraiment. Donc je ne vois pas. Et dans le milieu d'édition, toutes mes ailes, c'est toutes mes plumes plutôt. Plume, c'est le nom qu'on donne aux auteurs que supervise une aile, c'est-à-dire un éditeur à l'anglo-saxonne chez Edern. J'en ai déjà 8, 6 qui sont publiés et 2 en train. Je m'entends très bien avec tous. Donc, j'ose croire qu'aucune ne dirait que j'ai fait un ratage avec eux. Tu dois expliquer ton œuvre à un ado de 15 ans en 10 secondes. Ouf! Tu dis quoi? Le grand principe, pour moi, d'un livre et de ce que j'essaie de faire, c'est d'apprendre, d'élargir son lecteur, mais en le distrayant. On le prend par la main et on le mène plus loin. Si tu étais une bibliothèque idéale, quels 3 rayons diraient le mieux ton écriture? Quels 3 rayons? Oui. Tu veux dire les genres littéraires? Comment? J'ai pas compris, les genres littéraires? Oui. Mes livres, je les rangerai, certainement pas en littérature belge, je les rangerai, c'est tout un débat, hein, est-ce qu'on doit ranger les livres belges dans le... Non, je les rangerai dans les thrillers, parce que je pense que par respect pour le lecteur, quoi qu'on raconte, ça peut être extrêmement intelligent ou pas, mais on doit toujours faire en sorte, un peu comme on ferait en sorte que le plat soit chaud, servi dans de belles assiettes, il faut qu'il y ait des éléments de suspense qui font que tu as toujours envie de tourner la page. Donc, quel que soit le contenu, c'est d'abord, j'aurais envie de dire, au premier contact, et je crois qu'on peut le faire pour un bouquin de philosophie, par exemple, c'est que ça soit un page turner, mais qu'après, c'est que n'importe quelle page prise soit suffisamment pesante dans le sens qu'il y ait de la consistance du poids pour que tu puisses à la limite y rester plongé pendant un moment, donc faire une deuxième lecture par exemple. Plan ou plongée en apnée? Plan. Première version ou version 7? Version 7. Stylo ou clavier? Clavier. Matin clair ou nuit tardive? Matin clair. Roman ou essai aujourd'hui? Roman. Dialogue ou narration? Narration. Chapitre court ou grande coulée? Chapitre court. Filiation ou rupture? Les deux. Silence ou bande son? Bande son. Ah, pendant que j'écris? Oui. Silence. Fin ouverte ou fin qui claque? Fin qui claque. Assis autour d'un verre, un instant suspendu, des mots prennent l'air.
un regard inattendu. On refait le monde entre rire et silence. Des histoires qui vagabondent au gré des évidences. Les cœurs s'ouvrent au fil des gorgées, des vérités qu'on ose murmurer. Entre deux gorgées, les hommes se dévoilent, un brin de vérité, une larme, une étoile. Les voix se mêlent, les tuyaux s'envolent. À chaque échange, un bout de nous s'enroule. Un artiste murmure, un poète se confie, les rêves qui s'allument dans un souffle de...